La matinale RCF, le grand invité. Qui n'a jamais rêvé d'aller élever des chèvres dans le Larzac? Marre d'un quotidien qui n'est plus maîtrisé, épuisement d'une vie de travail subie, fatigué par un quotidien inarrêtable, la nature constitue un lieu rêvé d'épanouissement, un lieu de paix, d'absence de troubles, d'ataraxie auraient dit les Grecs, un lieu rêvé où la quiétude est le seul horizon. Après le confinement, beaucoup de Français avaient formulé le souhait de repartir vivre à la campagne. Bonjour Daniel Hervieux-Léger. Bonjour. Vous êtes sociologue, notamment sociologue des religions, et avec Bertrand Hervieux, vous avez écrit Le retour à la nature en vue des temps difficiles. C'est publié aux éditions de l'Aube. Alors on va voir dans un instant ce que sont ces temps difficiles aussi. Mais peut-être avant de revenir sur ce retour à la nature, j'aimerais revenir avec vous sur cette étude de l'INSEE publiée la semaine dernière. Vous êtes sociologue des religions, une étude sur la pratique religieuse des Français. Le catholicisme demeure la religion dominante en France, mais les pratiques religieuses, dit cette étude de l'INSEE, sont peu assidues chez les catholiques et beaucoup plus actives chez les musulmans. Pourquoi ? Alors, d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle les pratiques. Si vous regardez effectivement la pratique proprement cultuelle des catholiques, elle est extrêmement basse. Enfin, des Français d'origine catholique, puisque c'est ça massivement la situation. Donc 8% des catholiques fréquentent régulièrement les cultes. Et fréquentent régulièrement, ça ne veut pas dire la messe tous les dimanches, entendons-nous bien. Hein. Donc, en réalité, la pratique régulière dominicale, elle est autour de 2%, on le sait. On observe en effet que les musulmans, et de façon générale d'ailleurs les confessions minoritaires, sont portés à préserver davantage un certain nombre de pratiques qui sont aussi des manières d'identification communautaire forte. Pour les musulmans, c'est très clair. Dire que effectivement les musulmans pratiquent plus, c'est aussi dire que l'islam est pour eux une sorte de patrie portative pour beaucoup d'entre eux. Une patrie portative, c'est-à-dire une manière d'accéder à une identité dans une société où, pour toutes sortes de raisons, ils se sentent mal intégrés, mal reçus, mal perçus. Donc, le signe de la pratique religieuse n'est évidemment pas le même selon la situation sociale, culturelle des populations concernées. Et ça, c'est pour la pratique, mais il y a aussi la pratique de la prière hebdomadaire, tout seul chez soi. Et là, 58% des musulmans disent prier hebdomadairement à la maison, quand c'est seulement 15% des catholiques. Alors, il faut savoir que là, il faut s'entendre sur ce que c'est que la prière. Il faut savoir que dans l'islam, la prière est une obligation, pour le coup, la prière est une pratique. Au sens où il y a des récitations de prières prévues qui sont obligatoires pour un musulman pieux et observant. La prière n'a pas exactement, quand vous interrogez un chrétien, catholique ou protestant, sur sa pratique de la prière, on voit bien que ça ne relève pas exactement de la même définition. Donc là, il faut être aussi assez prudent sur la façon dont on interprète les termes. On demande est-ce que vous priez à deux personnes. Si un musulman dit qu'il récite les prières quotidiennes, ça n'a pas exactement la même signification que si un chrétien dit « oui, je prie », étant entendu que pour lui, c'est un type de pratique personnelle qui prend un statut différent. Alors ça ne veut pas dire que le musulman n'a pas de vie spirituelle, mais ça veut dire que la prière a un statut d'obligation qui n'est pas le même que dans le christianisme. Il y a à peu près 3 ans, jour pour jour, on était en pleine semaine sainte, mais une semaine sainte confinée, puisqu'il y avait ce confinement sur toute la France, et donc pas de pratique. D'ailleurs, on dit que... Pas de pratique cultuelle, collective, publique. Voilà. Et justement, j'allais vous faire réagir là-dessus, pas de pratique dans les lieux de culte. On a assisté, avant le confinement et après le confinement, à une baisse de la pratique dans les lieux de culte. Pour vous, cette pratique, elle a évolué avec le confinement ? Absolument. C'est un des points très intéressants de l'observation de la situation post-confinement. Ça ne veut pas dire qu'elle a monté, mais que des redistributions se soient faites dans la manière d'envisager, y compris la vie communautaire et la vie collective
oui, il y a eu des effets du confinement, mais on n'a pas le temps, je pense, de détailler cette question qui est tout à fait intéressante. Effectivement, les formats sont contraints, voilà. Et il y a un autre effet très important il y a 3 ans, c'est qu'il y a eu une soif d'autre chose après le confinement. Beaucoup ont dit qu'ils voulaient changer de vie. On parlait beaucoup à l'époque de la vie d'après, notamment la volonté de repartir peut-être à la campagne, de fuir les villes qui étaient étouffantes. Ce retour à la nature, vous en parlez dans ce livre, Retour à la nature. Vous parlez d'ailleurs non seulement d'un retour à la nature, mais même en vue des temps difficiles. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une republication en un seul volume des ouvrages que vous aviez déjà écrits en 1970. Entre 79 et 81. Entre 79 et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Alors l'aventure de ces livres, d'abord, il faut en dire 2 mots. Pourquoi c'est republié maintenant ? Effectivement, nous avons écrit, Bertrand Hervieux et moi, nous avons écrit ensemble ces 2 livres après des enquêtes de terrain. Une première enquête où nous étions intéressés au phénomène dit des néo-ruraux, c'est-à-dire ces personnes qui, souvent en communauté d'ailleurs à l'époque, partaient dans les régions désertifiées du sud de la France pour inventer une société alternative. On était dans les retombées de l'après 68, la vague contre-culturelle refluait, son horizon politique surtout s'éloignait, et donc l'objectif était de pouvoir inventer un monde social alternatif en marge. Et le rapport dans cette affaire à la nature, à la campagne, était aussi avant tout une manière de sortir du monde social pour justement créer les conditions. Et ce qui nous avait intéressé dans la première enquête, c'est la manière dont ces personnes qui étaient souvent dotées culturellement, enfin qui avaient fait des études, qui étaient souvent des enseignants, des professions médicales ou paramédicales, des intermittents du spectacle, etc., comment ils s'acclimataient très difficilement, mais ils s'acclimataient et progressivement devenaient des installés. Ce n'étaient plus des hippies venus à la campagne, mais des installés, et ils prenaient place dans ces régions désertifiées en y jouant toutes sortes de rôles. Voilà. Communauté. Pas seulement en communauté, mais beaucoup en communauté. Et de toute façon, le fait communautaire dans cette affaire était capital. C'est-à-dire que même ceux qui partaient en couple ou à 2 ou 3, etc., se référaient à un certain nombre de grandes communautés qui étaient un peu des phares du mouvement. Elles ont toutes explosé en vol, mais un certain nombre de néo-ruraux se sont installés et ont pris pied dans les campagnes, et ils sont devenus quelquefois maires de leur village, instituteurs ou facteurs, tout ça était possible. Deuxième volume, en 81, dans la suite de cette enquête, nous avions découvert l'existence de groupes beaucoup plus invisibles, qui étaient des gens qui vivaient déjà dans l'attente de la catastrophe écologique. C'est-à-dire qui étaient des apocalyptiques en 81. Et qui, eux, partaient non pas avec le projet de prendre pied dans les campagnes et d'y trouver leur place progressivement, mais avec vraiment le projet de créer les conditions de la survie dans un monde menacé. Bon, on a fait 2 livres, et puis beaucoup de temps a passé, 40 ans, plus de 40 ans. Nous sommes occupés l'un et l'autre à des affaires, l'un du côté des questions agricoles, moi du côté de la religion, qui nous ont éloignés de cette affaire. Et puis, l'éditeur nous a proposé de rééditer d'abord le premier, il y a déjà quelques années, et puis de rééditer les 2 ensemble. Tout simplement parce qu'on a vu arriver une demande autour de ces livres. Tout simplement parce qu'ils rencontraient une nouvelle phase de ce phénomène de départ à la campagne. Effectivement très activé par le Covid, mais il faut, par l'expérience du confinement plus exactement, mais qui a en fait couru à bas bruit pendant des années, et puis qui aujourd'hui est un phénomène, qui est d'ailleurs beaucoup moins un retour à la nature que vous évoquiez, la nature vierge, la communication avec la nature, etc. Oui, tout ça joue, mais ce qui est surtout en jeu, c'est le retour à la campagne, c'est-à-dire notamment au village, à la sociabilité locale, à une vie plus lente, largement rêvé, parce que vivre à la campagne, très souvent, ça veut dire être continuellement sur les routes en voiture. Mais c'est un désir, au fond, de ralentir, un désir de reprendre pied. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'utopie là-dedans? Bien entendu, tout ça est très... L'herbe est toujours plus verte ailleurs, en particulier à la campagne. Non, l'utopie, c'est pas le plus vert ailleurs. C'est la possibilité d'imaginer une alternative sociale. C'est beaucoup plus... C'est sérieux, l'utopie. Pour moi qui ai passé des années à travailler sur l'utopie, ne me faites pas dire que ce serait des rêves un peu de bobos qui ont envie de campagne. Non, il y a quelque chose d'extrêmement sérieux dans le fait d'imaginer la possibilité que le monde soit différent.
C'est extrêmement intéressant. Et donc, bien sûr, ça a changé. On n'est plus en 70, on n'est plus en 80, on n'est plus même en 85. On est dans une période où, d'abord, la distribution de ces néo-ruraux sur le territoire s'est extraordinairement élargie. Il y en a partout maintenant, et pas seulement au fond de l'Ariège, dans les Cévennes et dans les Alpes dans les Alpes de Haute-Provence, dans les régions les plus désertifiées. Il y en a partout. Comment dire, la morphologie sociale de la population de ceux qui partent a varié aussi. Il n'y a pas seulement des gens un peu, je dirais, des intermédiaires culturels, un peu dans une position un peu à la marge par rapport au système dominant. Vous avez des gens qui ont été DRH, des gens qui ont travaillé dans la finance, des gens qui ont fait toutes sortes, des anciens cadres, généralement plus dotés financièrement et économiquement que les premiers immigrants, avec donc des moyens pour s'installer plus importants. D'immigrants, vous parlez même d'immigration comme d'immigration utopique, oui. D'immigration utopique ? Alors, très relative en nombre, mais quand même, le phénomène est intéressant, avec aussi des phénomènes de déception. Rêver d'aller installer sa crêperie dans un village, on peut découvrir aussi que c'est très difficile de s'implanter, que ça coûte cher, que la société locale n'est pas forcément aussi accueillante qu'on l'imagine, et que la sociabilité avec d'autres. Bon. Mais derrière tout ça, il y a un changement, l'envie de changer de vie, et bien entendu, en tenant beaucoup compte de la nécessité de changer de modèle de vie au regard de l'écologie, des impératifs écologiques, avec le consommer local, avec tout à fait. Quand vous avez repris d'ailleurs ces travaux, donc des travaux qui dataient d'il y a 40 ans, vous les avez relus, qu'est-ce qui a changé en 40 ans ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Alors, ce qu'il y a de différent, je dirais que c'est, pour le coup, c'est l'inversion de l'utopie en ce qui concerne les rapports entre le politique et l'écologique. Comment ça ? Au fond, dans les années 70, ceux qui partaient, ils partaient d'abord avec en tête l'idée d'une alternative politique au monde social. C'est-à-dire, ils se rendaient compte que la vie politique ordinaire ne permettrait pas le changement auquel ils aspiraient, que finalement, le mouvement, pour certains d'entre eux, qui était le rêve d'une révolution, etc., s'était effrité, et que la politique, comme d'habitude, avait repris le dessus. Et au fond, leur rêve était de créer une alternative dans les rapports sociaux au sein d'une communauté ou dans un lieu où ils avaient une autonomie plus grande que dans le monde, et sur place, ils découvraient l'importance des questions écologiques, certains devenant d'ailleurs très radicalement catastrophistes et appelant à une bombe. Mais au fond, c'est le politique qui conduisait à l'écologie. Aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est le contraire. C'est-à-dire que ceux qui partent, leurs motivations sont d'abord et avant tout un changement de modèle de consommation. L'alternative au modèle de consommation est fondamentale. C'est-à-dire la recherche d'une forme de sobriété, la recherche d'une forme de consommation locale, etc. Et c'est à partir de là, et à partir des réseaux de sociabilité qui peuvent se nouer autour de ces pratiques nouvelles, que quelque chose d'une forme politique émerge. Et justement, parmi les formes politiques qui émergent, notamment, vous êtes sociologue des religions. Oui. Parmi les chrétiens, certains constituent des petites communautés chrétiennes. Je pense au village de François, je pense au éco-hameau de la Bénisson-Dieu. Quel regard la sociologue des religions que vous êtes, portez-vous sur ces éco-hameaux, sur cette nouvelle forme de communauté ? Pour l'instant, j'observe. Parce que le travail du sociologue, la première chose à faire, c'est de faire du terrain. C'est pas de projeter des schémas théoriques. La première chose à faire, et on a peu de recul encore sur ces expériences. Il ne fait pas de doute que parmi les variantes de cette utopie écologique, mais qui est aussi le rêve, alors pour le coup d'une écologie qui embrasse les rapports sociaux et soit intégrale en ce sens, il ne fait pas de doute qu'il y a un filon chrétien, aussi bien catholique que protestant d'ailleurs, et ce filon, il donne lieu à des initiatives. Alors, certains sont simplement investis dans des projets néo-ruraux variables, avec d'autres, mais certains pensent que c'est une bonne manière de recréer une sociabilité chrétienne. Donc la question est de savoir ce qu'il va advenir. Est-ce que cette sociabilité chrétienne est destinée à incarner quelque chose d'un message chrétien, voilà, mais ça peut être aussi
vivons dans un entre-soi idéologique confortable. Et donc la question, c'est celle-là. Qu'est-ce que ça va devenir ? Merci beaucoup, Daniel Hervieux-Léger, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous écrivez Le retour à la nature en vue des temps difficiles. C'est publié aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup.